Bonjour, au micro Binta Diallo, Rémi Ménage qui reçoit aujourd'hui Dr Abdoukhadre Sanoko, sociologue, diplômé en sciences politiques, enseignant-chercheur à l'Institut européen des affaires. Merci Dr Sanoko d'avoir répondu à notre invitation. Merci Binta. Nous recevons également avec plaisir notre confrère et analyste politique Mamadou Sy Albert. Merci d'être là. Merci Binta. Alors, Dr Sanoko, votre réaction après le résultat obtenu par les Lions du football, on attendait bien entendu cette année la coupe, mais finalement ils ne l'ont pas obtenu. Retour triomphal hier. Votre avis par rapport au parcours des Lions? Triomphal à l'image de leur parcours. Donc, mais auparavant, je voudrais dire d'abord un bonjour et un bon dimanche à toutes vos auditrices et tous vos auditeurs. Pour en revenir à votre question, effectivement, tout le monde le sait, les Sénégalais sont très critiques, mais à travers cette dernière campagne, très objectivement, on a vu des Lions extrêmement vaillants. On n'a rien à leur reprocher, on n'a rien aussi à reprocher à leur entraîneur. Ils ont fait tout ce qui était de leur possibilité. Ils nous ont fait rêver. Ils ont aussi fait, si vous voulez, jaillir une certaine émotion positive par rapport à toute la population sénégalaise. Mieux, ils ont même fédéré là où la confrérie, la religion, la politique, tous, tant qu'ils sont, ont eu à échouer. Donc, comme le président de la République a eu à le dire, comme les grands chroniqueurs aussi, en l'occurrence le doyen, le pape du sport sénégalais, Abdoulaye Diaw, l'a dit hier et je l'ai suivi. Je crois qu'ils sont en si bon chemin et croisons les doigts bientôt de prier que Dieu nous prête longue vie. Mais certainement, la coupe ne devrait pas être loin du Sénégal. Donc, mais bravo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à avoir la coupe? Depuis 2002, on s'arrête en finale. Écoutez, moi, je crois que le matin du match, j'ai été invité sur un plateau de télévision. On m'a pas peut-être trop écouté développer, mais le journaliste, quand il m'a interpellé, j'ai été clair. J'ai dit ce match-là, je ne pense pas que les finales se gagnent à travers peut-être de grandes dispositions tactiques ou techniques. Mais c'était véritablement une affaire de mental. Et vous l'avez vu, on a encaissé un but très tôt et après ça a faussé presque tous les plans. Pour autant, ils ont continué à gérer le match. Mais moi, je crois que au Sénégal, on devrait aussi, dans le cadre du sport, essayer d'inviter un certain nombre de paramètres qui n'ont rien à voir. Je crois que l'équipe a besoin, je crois précisément que l'équipe a besoin aussi d'accompagnants, soit des anthropologues, soit des sociologues, ou également des psychologues, afin de pouvoir encore beaucoup plus ferrer le mental des joueurs. Nous avons un grand problème à revenir au score. Nous avons un grand problème à gérer le score. Maintenant, ça, dans le monde du sport, ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie du sport, les gens, ils insistent beaucoup plus sur la préparation Donc, mentale. Il ne s'agit pas du sélectionneur, de la faute du sélectionneur, très honnêtement, de la faute de l'équipe nationale? Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Je crois que les joueurs, ils ont été irréprochables. Ils ont donné corps et âme sur le terrain. C'est vrai, on a eu aussi beaucoup auparavant à critiquer le sélectionneur national, mais très honnêtement et très objectivement sur cette campagne, on n'a rien à lui reprocher. Il me semble que au niveau du peuple aussi, on est allé trop vite en besogne et quelque part, on leur a mis une pression trop forte qu'ils avaient du mal à pouvoir gérer. Mais sinon, continuons de travailler et essayons aussi de les mettre dans une ambiance et une atmosphère psychologique extrêmement forte. Mais moi, je suis convaincu et je partage ce point de vue-là avec beaucoup de Sénégalais qu'il ne devrait pas être loin le moment où tout le peuple sénégalais va consacrer ce triomphe du football local. Alors, Mamadou Sy Albert, au-delà de la défaite qui a été consacrée à une victoire qu'on a fêtée largement hier. Ils ont été reçus par le président de la République qui leur demande, qui leur a davantage encouragé. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps, franchement, de se parler, d'évaluer de façon sincère pour savoir ce qui ne va pas? Je crois que c'est la grande question. Je crois, au-delà de cette cohésion nationale autour de l'équipe nationale, il faut se poser la question majeure. Quand une équipe nationale aussi douée en potentiel et de talent et d'expérience et de vécu n'arrive pas à franchir la finale, il faut se poser la question pourquoi. Si vous prenez le cas de l'Algérie, on a deux pays. C'est des pays qui sont dans une dynamique de puissance. L'Algérie revient au devant de la scène sportive de l'Afrique. Le Sénégal aussi revient. C'est deux puissances du sport qui remontent. Mais si vous regardez les deux matchs, quand l'Algérie bat le Sénégal 2 fois
Et exactement, c'est les mêmes tactiques que l'Algérie a utilisées, que ce soit en match de poule ou que ce soit durant la finale. Ils nous ont imposé un rapport de force physique et mental. Ils ont joué que sur le rapport physique et mental. Un entraîneur qui se retrouve dépourvu dans un premier match, on peut le comprendre. Le premier match de poule, c'est normal. L'Algérie est une puissance sportive qui revient, qui a préparé son coup. Personne ne savait ce que l'Algérie allait offrir. Le Sénégal est vendu d'avance comme le pays champion qui va prendre la coupe. Donc on était dans un dispositif qui faisait que la coupe devait revenir nécessairement au Sénégal. Mais au premier match, ils nous imposent un rythme, ils nous imposent une technique, ils nous imposent une manière de jouer. Leur jeu, ils nous ont imposé leur jeu. Premier match, je peux comprendre qu'Aliou Cissé soit surpris, soit pris dans un cadre inattendu. Mais la finale répète les mêmes erreurs de l'entraîneur. En tout cas, le président est confiant pour 2021. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'en 2021, la Coupe puisse venir au Sénégal? À mon avis, ce n'est pas une question d'entraîneur. Ce n'est pas du tout une question d'entraîneur. Et il faut poser la question en termes d'équipe nationale. On n'a pas une équipe nationale. Regardez, l'Algérie a reconstruit son équipe en moins d'une année. Aliou Cissé a fait 4 ans. Donc, l'entraîneur algérien, il a pris une équipe locale, avec un mental local, avec un esprit de combativité. Nous avons un problème d'équipe. On a un problème de mental. Aliou Cissé n'a pas inculqué un esprit de combativité. Et sur le plan technique, mais c'est aberrant qu'une équipe nationale du Sénégal, après 4 ans, on n'a pas de buteur. Les questions techniques les plus élémentaires, par exemple les balles arrêtées, les pénaltys que l'on rate. Les pénaltys, les coups francs. On n'est pas dans le vent de la modernité du sport. Et je crois que de ce point de vue-là, il faudrait que l'État du Sénégal, la fédération, le mouvement associatif osent faire le diagnostic du football sénégalais. On a les compétences. Je pense qu'il ne faut pas aussi qu'on s'illusionne. On a de l'or, c'est vrai, on a des joueurs compétents, talentueux qui sont à l'échelle mondiale. Mais si vous n'avez pas les bases d'une équipe, vous ne pouvez pas compétir avec des gens. Bon, heureusement qu'on a l'Algérie. C'est une vieille rivalité qui ressurgit, mais il faut voir la réalité en face. Ça dit que la Coupe d'Afrique, elle va être beaucoup plus féroce. Et ça, si on ne prend pas en compte ce paramètre-là, c'est les équipes nationales, ce n'est plus du jeu simplement. C'est des compétitions, c'est des enjeux politiques. Oui, sauf que je vous interromps pas, mais sauf que quand même, si nous prenons peut-être l'ensemble du parcours et de la compétition, très objectivement, l'Algérie n'a pas volé du tout son sacre. Pourquoi? Mais l'Algérie a sorti de très grandes équipes. La Côte d'Ivoire, le Nigeria. Elle a battu le Sénégal en poule, donc il ne faudrait pas aussi être un peu défaitiste, quoi. Très objectivement, le Sénégal a jeté toutes ses armes à travers ce combat-là. Mais si nous évaluons tout ce qui s'est passé lors de ce tournoi, très objectivement, l'Algérie aussi méritait bien de passer. Très bien. Nous n'allons pas parler de ce sujet qui sera l'objet de grands jurys de tout à l'heure. Le ministre des Sports sera là avec Babacar Fall à 11h05. L'autre actualité, Dr Sanoko, forte attrait à la disparition du secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng. D'abord, Dr Sanoko, que retenez-vous de l'homme? Je crois que ça peut être un truisme, une lapalissade ou bien même de la répétition, si on veut dire, mais l'esprit le moins informé, je dis, aujourd'hui au Sénégal retiendra quand même de Ousmane Tanor Dieng, et j'en profite pour m'incliner devant sa mémoire, l'image d'un homme pondéré. L'image d'un homme pondéré, avec une intelligence émotionnelle extraordinaire. On ne savait pas quand il s'extasiait, on ne savait pas quand il était en colère. Et à ce niveau précis, je crois que lui-même, il l'a dit, on retient l'image d'un enfant de la République, de sa vie jusqu'à sa mort. Il l'a dit, oui. Enfant de la République, j'ai été, enfant de la République, je mourrai. Mamadou Sy Albert, que pouvez-vous nous dire de Ousmane Tanor Dieng? Je crois qu'on peut dire en tout cas deux choses qui me semblent importantes. C'est que c'est un héritier de Senghor. Alors, si vous regardez le Parti socialiste depuis le départ de Senghor, il y a eu certes
la jeunesse socialiste que Senghor a formée, les Djiboka, les Moustapha Niasse et les Abdou Diouf, Tanor fait partie de ces héritiers-là. Et ce qui est paradoxal dans cet héritage, c'est que finalement, au bout du compte de l'évolution du Parti socialiste, c'est cet héritier inattendu, qui était un administrateur, qui était un cadre, c'est lui qui hérite du parti. Alors que les véritables militants de la première heure du Parti socialiste, la jeunesse socialiste, n'a pas su hériter le Parti socialiste. Donc c'est un héritier particulier. Il est resté senghorien, il est resté socialiste jusqu'au bout des ongles, même pendant la période difficile du Parti socialiste durant le règne du président Abdoulaye Wade. Senghor était là pour défendre, pour préserver le Parti socialiste. Pendant 12 ans, il a résisté, il a combattu et il est revenu au pouvoir. Donc c'est un héritier. Je crois qu'il a appris beaucoup de Senghor. Maintenant, sa personnalité, ce qui me frappe, moi, c'est que c'est un refondateur. C'est lui qui a porté le message de la refondation du Parti socialiste. Contre vents et marées, ils l'ont discrédité, ils l'ont combattu, mais il a mené cette bataille extraordinaire de la refondation du Parti socialiste. Et je crois qu'il y a une leçon qu'il a donnée aussi bien aux dissidents qu'aux militants qui sont restés à l'intérieur du Parti socialiste et même ceux qui sont en dehors des courants politiques aujourd'hui. L'esprit de la refondation, le fait que Tanor puisse préserver pendant des décennies le Parti socialiste, qu'il puisse revenir jusqu'à être parmi les conseillers les plus écoutés du président Macky Sall et être aujourd'hui le centre de la vie locale, c'est vraiment ça la refondation du Parti socialiste. Oui. Il a réussi à bonifier le Parti socialiste, il est revenu au pouvoir et aujourd'hui, il est le consensus. C'est un homme d'État qui est parti, qui laisse un héritage énorme, aussi bien aux socialistes que la classe politique. Oui, vous l'avez dit, Albert. Ousmane Tanor Dieng, Dr Sanoko, a réussi la refondation du Parti socialiste, mais Ousmane Tanor Dieng qui s'en va en laissant quand même derrière lui un parti socialiste affaibli, que va encore devenir le parti de Senghor? De toutes les façons, une chose est sûre, c'est vrai que le doyen le disait tout à l'heure, il tenait éminemment à cette perception de préservation de son parti. Malheureusement, nous sommes tous des humains et on ne peut jamais prévoir de ce qu'il adviendra à l'avenir. Et aujourd'hui, sa disparition a été une surprise totale. Je suis convaincu que lui-même, on lui aurait posé cette question il y a de cela 2 ans. Il n'allait pas imaginer les choses aussi vite. Maintenant, il faut le dire. C'est vrai qu'il est très difficile aussi de parler des défunts ou des morts, mais on reste sur les faits. En réalité, quoi qu'on puisse dire, il y avait une certaine crise au sein du PS. Et c'est comme s'il avait une certaine vision prémonitoire. Quand il y a de cela quelque chose comme 3 mois ou 4, il s'en ouvrait à une retrouvaille des socialistes. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de pouvoir faire le toilettage de tout ça. Mais le constat, il est là. C'est que le PS est face à un défi de reconstruction. Défi de reconstruction en quel sens? Il y avait une certaine tension, une crise qui s'est transformée en conflit et en corollaire, nous avons eu, des séparations. Donc à ce niveau précis, maintenant la question qu'il va falloir se poser, c'est que quand on parle de reconstruction post-conflit, même dans le domaine des sciences politiques, forcément il y a 2 éléments qui doivent entrer en jeu. D'abord, c'est la vérité, ensuite pour penser à la réconciliation. Mais il y a une petite épine ou bien du sable qui vient déranger tout ça, c'est l'arrestation de Khalifa Sall. Mais ils peuvent être optimistes dans un sens où j'ai entendu les proches de Khalifa Sall ces derniers temps-là profiter de cette brèche qui a été ouverte pour presque tous aussi encourager ces retrouvailles-là. Oui. Mais ils ont été très... Nous allons revenir sur ces retrouvailles. Donc, à ce niveau précis, véritablement, il y aura un véritable défi de reconstruction et forcément, des chocs d'ambition aussi vont émerger par-ci et par-là. Absolument. Albert, est-ce que Ousmane Tanor Dieng, au vu de ce qui s'est passé, a eu véritablement le temps de préparer sa succession à la tête du Parti socialiste? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'il a manqué, entre guillemets, de lucidité. Parce que Tanor, c'est un incompris.
Comment ça? Ah oui, c'est un incompris. Si vous regardez sa relation avec Moustapha Niasse, avec Djiboka, oui. avec les cadres de la dernière génération, les khalifas, c'est un incompris. Et il a mené la bataille parce que c'est quelqu'un aussi quand même, un homme de conviction. Il est resté socialiste. Il sait que le Parti socialiste, une fois qu'il est mis hors du pouvoir, il va gérer une traversée du désert. Et c'est cette capacité d'organisation qu'il a eue à l'intérieur de la gestion de l'État, c'est cette capacité de management. N'oublions pas aussi que sous Senghor, le bureau organisation et méthode, ça a permis à beaucoup de cadres de se former. Et Tanor fait partie de cette génération-là. C'est ça qui l'a aidé à préserver son parti. Il est très fort en termes d'organisation. Il sait qu'on a quitté le pouvoir, il faut s'organiser. Ce n'est plus un parti de masse que Tanor va gérer. Il gère une organisation avec des objectifs précis de reconstruction. Mais il n'a pas préparé sa succession. Il n'a pas préparé, à mon avis, s'il a fait une erreur, c'est par rapport aux conclusions des assises nationales. Quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, Tanor était un des garants de la mise en œuvre des conclusions des assises nationales. Malheureusement, il a fait un autre choix différent de celui de Khalifa. Et c'est là qu'il a déstabilisé complètement le Parti socialiste. Et il fallait remembrer. Ils ont réussi à aller aux assises. Ils ont réussi à mobiliser tout l'appareil du Parti socialiste pour aller aux assises. Ils ont contribué à la refondation de la République et à la gouvernance démocratique. Malheureusement, Tanor n'a pas porté ce projet-là. Il a privilégié la relation avec Macky Sall. Je crois que aussi c'est ça un homme d'État. Il sait que Macky ne partage pas les conclusions. Il ne va pas l'obliger à appliquer. Il a fait un compromis, mais à mon avis, c'est ce compromis-là qui explique la déstabilisation et le manque de préparation. Khalifa est parti, Aïssata est parti, les cadres sont partis. Donc, il y a un déficit de préparation. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans la politique. À partir du moment où il se rend compte que lui, il ne fait plus d'unanimité, qu'il n'est plus l'homme consensuel des partis socialistes, il a choisi son chemin. Je crois que le bilan, en tout cas, est mitigé. Il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de la refondation, mais quand même, il est devenu un homme clé dans le dispositif de la seconde alternance. Absolument. En tout cas, vous l'avez dit tous les deux, il n'a pas eu le temps de préparer sa succession, Dr Sanoko, mais on annonce déjà des successeurs potentiels. On annonce Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam, Cheikh Seck, Abdoulaye Wilane. En fait, moi je dis, c'est qu'il ne l'a pas préparé officiellement. Oui, officiellement, on va dire. Ce n'est pas à travers des instances que le PS a eu à prendre position par rapport peut-être à cette restructuration de leur nomenclature. Par contre, officieusement, et vous avez dû entendre le président de la République prendre position sur ça. Oui. Il a dit de manière péremptoire que oui, M. Ousmane Tanor Dieng a eu bel et bien à préparer sa succession. Et que le moment venu, il donnera le nom du successeur. Alors, donc à ce niveau, mais il faut lire entre les lignes. Oui. Comment qui a préparé, si vous voulez, l'ensemble des funérailles du défunt Sieur Dieng? C'est Serigne Mbaye Thiam qui a été déployé avec le ministre de l'Intérieur. Dépêché là-bas. Oui. Vous avez aussi entendu, je ne sais pas si vous l'avez bien suivi, les proches de Khalifa Sall, quelque part, peut-être faire des yeux doux à Aminata Mbengue Ndiaye pour dire que oui, c'est leur presque mentor à eux tous. Et ils la considéraient comme leur propre mère, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? C'est ça. Alors que Barthélémy avait un discours, si vous voulez, mais très musclé auparavant. Donc les discours même sont en train de changer. Qu'est-ce à dire? C'est que ils savent, moi personnellement, si je devais donner peut-être une position pas du tout péremptoire, mais je dirais que la succession, il l'a préparée par l'entremise de deux personnalités politiques du PS, à savoir Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam. Pourquoi? Parce que aussi, à travers peut-être tous ces soubresauts-là, ils étaient ses plus loyaux collaborateurs. Et vous le savez très bien que dans ce genre de... je verrais mal ceux qui s'étaient éloignés de la ligne directrice du PS venir maintenant peut-être s'accaparer des rênes de ce parti-là. Maintenant, eux aussi, ils vont être très stratèges et ils l'ont toujours dit, ils ne veulent pas faire leur chemin seuls
en s'éloignant de l'appareil PS. Ils vont certainement revenir peut-être dans la grande famille, mais ce n'est pas pour y jouer les seconds rôles, c'est pour que peut-être, probablement, profiter de cette aubaine-là pour voir Khalifa Sall peut-être hériter de tout ça. Mais ça, par rapport à une lecture purement politique, vous vous rendez compte que ça ne va pas du tout aussi arranger leur allié de première taille qui est Macky Sall. D'ailleurs, qui a dit: je ferai tout pour ne pas trahir peut-être ce compagnonnage et cette entente que nous avons eue jusque-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un parti aussi, pour qu'il puisse exister, il a besoin de moyens politiques. Et ces moyens politiques-là, c'était quoi? M. Ousmane Tanor Dieng était peut-être dirigeait une grande institution. Et aujourd'hui, ce poste vacant-là, vous savez très bien que Macky Sall, le président Macky Sall ne va jamais donner ça à un potentiel... Si, à un socialiste, mais certainement à un socialiste désigné auparavant par Ousmane Tanor Dieng. Et vous avez vu que son fils aîné a porté un message vis-à-vis du président et il a dit: le moment opportun, je reviendrai sur ça. Par contre, je voudrais rebondir un peu sur ce que le doyen disait. En fait, je ne pense pas véritablement... Même l'erreur qu'on pourrait reprocher à Ousmane Tanor Dieng, ce sera une erreur commise sur le simple fait d'être vertement ancré dans la pensée socialiste. Pourquoi? Et c'est avec Prouesse qu'il a réussi aussi. À mon avis, il n'a regardé qu'exclusivement l'intérêt du PS. Écoutez, un parti qui perd le pouvoir et qui était traité de tous les noms, aujourd'hui, en un temps record, ce parti-là a recommencé à jouer les premiers rôles. En quoi faisant? Ils ont eu des députés. Ils ont dirigé une institution, ils ont eu beaucoup de présidents de conseils d'administration et ça leur a permis d'asseoir aussi un peu une assise politique au niveau de leur base les plus profondes. Donc à ce niveau précis, je crois, il a il a foulé par terre les bases des assises, des conclusions des assises nationales, mais il l'a fait pour l'unique but de faire rebondir le PS. Et politiquement parlant, le PS est revenu de très loin et ça, c'est grâce à Ousmane Tanor Dieng. Mais est-ce que cette affaire de succession de Ousmane Tanor Dieng à la tête du Parti socialiste ne va pas davantage diviser les socialistes? Mahmoud Sy Albert. Bon, je crois que le Parti socialiste risque de connaître des divisions si la direction actuelle ne prend pas la bonne direction. C'est-à-dire que, à mon avis, la question principale là, pour la direction, c'est de préserver le socle du Parti socialiste. C'est-à-dire que tous ceux qui sont restés avec Tanor, il faut les garder. C'est ça la principale bataille de la direction. Maintenant, la deuxième bataille... Et ceux qui sont partis comme Khalifa Sall... C'est là le processus de la refondation. Il faut continuer le processus de la refondation. Tanor a fait partiellement un chemin, mais il reste une distance assez longue. C'est comment retrouver la famille socialiste autour d'un projet de société. C'est ça la grande question. Est-ce que la direction actuelle elle est suffisamment intelligente pour voir que c'est possible de retrouver Khalifa, c'est possible de retrouver Aïssata, c'est possible de retrouver les cadres qui sont partis, c'est possible de retrouver la jeunesse socialiste. C'est ce projet-là, à mon avis, s'ils le réussissent, ils vont retrouver une grande organisation socialiste avec un projet de société. Maintenant, c'est vrai que c'est ça l'erreur de Tanor. Il faut choisir, aller avec Macky Sall et oublier les conclusions des assises, c'est diviser le Parti socialiste. C'est ça qui a fait éclater le Parti socialiste. C'est ça qui a mis fin à l'élan du retour du Parti socialiste au pouvoir. Et là, c'est la même question qui se pose, mais sous une forme nouvelle. Est-ce que la direction actuelle, qui est incarnée par le ministre Seyni Mbaye et les autres, est-ce que cette direction va préparer la rupture avec la mouvance présidentielle actuelle? Si oui, c'est sûr et certain que si cette direction-là va dans le sens de reconstruire le Parti socialiste, d'aller vers le pouvoir et de se séparer avec Macky Sall à partir de la fin du deuxième mandat, c'est certain que ça peut créer un consensus socialiste. À mon avis, ce n'est pas un parti qu'il faut chercher. Il faut chercher une union. L'origine du Parti socialiste, c'est d'abord l'UPS. Senghor a très bien compris dans le contexte historique de l'époque que les socialistes seuls, avec les héritiers de Lamine Gueye et tous les autres là, ils ne pouvaient pas faire un parti. Il a dit formons une union avec diverses sensibilités. C'est ça qui a créé le PS après. Oui. On est dans le même contexte. Est-ce qu'ils sont capables de créer une union, un mouvement
socialiste qui intègre diverses sensibilités. Il faut que les socialistes prennent en compte quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire que les grands partis politiques qui se dessinent à l'horizon seront hétérogènes. Il y aura diverses sensibilités. Autant tu peux avoir la sensibilité de Khalifa Sall, d'Aïssata, de Serigne, des cadres. Il faut que le parti accepte, qu'il voit l'avenir. Si En Marche en France marche, mais pourquoi pas au Sénégal? Alors, que le Parti socialiste peut être un mouvement qui va fédérer mais diverses sensibilités. Oui. Là, vous parlez de mouvement, ça veut dire que les partis traditionnels... Non, le parti, il est en crise. Le concept de parti, il est en crise. Oui. Regardez l'APR. L'APR, c'est une alliance, c'est pas un parti. Oui. Macky Sall, il aurait créé un parti, il aurait dépelé 3 tondus avec lui. Mais quand il met en place une alliance, mais regardez la portée de l'irruption de Macky Sall. Quand il dit la citoyenneté, la citoyenneté républicaine. Mais tout le monde est allé avec lui. Que ce soit des anciens gauchistes, que ce soit des libéraux, que ce soit des intellectuels. Oui. Il a fédéré autour de ça l'alliance. Et je crois que les PS, il faut qu'ils se fassent violence. Le parti, en tant que tel, il faut le lâcher. Ça divise plus que ça nuit les acteurs. Alors, Dr Sanogo, aujourd'hui, quel est le meilleur profil pour succéder à c'est une question difficile peut-être. Très difficile, très pour succéder au vu des personnalités... qui ont été avancés. C'est dommage. C'est dommage que la politique soit aussi un peu un domaine où les gens sont toujours intéressés. Mais il pouvait y avoir une formule très simple. Si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme Serigne Mbaye Thiam, quelqu'une comme Madame Aminata Mbengue Ndiaye, oui. Peut-être avait porté sur eux la responsabilité d'organiser, si vous voulez, ce que le doyen appelait tout à l'heure, cette refondation. Et qu'ils soient très désintéressés par, en tout cas, peut-être le poste de premier secrétaire. Fondamentalement, je répondrais que le meilleur profil pour eux serait Khalifa Sall. Mais vous savez que ça, ce sera très compliqué. Je ne dirais pas impossible, parce qu'en politique, il ne faut jamais dire impossible ou jamais. Mais en tout cas, ce serait le meilleur profil. Pourquoi? Parce qu'il a eu quand même à glaner presque une grande frange de l'électorat sénégalais. Alors que pendant un bon bout de temps, ces autres dont je viens de parler étaient dans la mouvance présidentielle. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a aussi une lecture très politique à observer dans ce sens-là. C'est qu'ils sont en alliance avec l'APR, à la tête de laquelle il y a le président de la République, Macky Sall, comme chef de parti de l'APR. Et à ce niveau précis, je ne pense pas que le profil que je viens de décliner puisse arranger, n'est-ce pas, leur compagnonnage. Donc, si maintenant, c'est pas... Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que peut-être rationnellement, fondamentalement, ça va être Serigne Mbaye Thiam peut-être qui va être porté, en tout cas à exécuter les affaires courantes du PDS. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu au devant de la scène, peut-être organiser toutes les funérailles de leur premier secrétaire général. Donc pour moi, le problème fondamental sera d'essayer de réussir le retour de Khalifa Sall, qu'on lui ouvre toutes les portes. C'est vrai que aussi. Et des autres, oui. Je dis Aïssata Tall Sall. Et j'ai entendu que même parmi ceux qui étaient très proches. Le maire de c'est ça, oui. Bon, quand je dis Khalifa Sall, c'est que c'est lui, Idrissa Diallo, c'est lui leur mentor. Mais j'ai comme l'impression que aussi le discours est en train de changer. Vous allez voir qu'il y avait beaucoup qui peut-être faisaient allégeance à Tanor, fondamentalement, qui vont peut-être changer de veste entre-temps. Et il y a aussi Bamba Fall que j'ai entendu ces derniers temps-là prendre position par rapport à ce débat. Donc, en tout cas, ce sera très, 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 très difficile à réaliser. Maintenant, personne ne peut augurer de quoi demain sera fait en politique. Absolument. Rumi Ménage qui reçoit aujourd'hui Dr Abdou Khadre Sanogo, sociologue, diplômé en sciences politiques, enseignant-chercheur à l'Institut européen des affaires. Nous recevons également notre confrère, analyste politique, Mamadou Sy Albert. Mamadou Sy, l'autre actualité est relative au consensus fort qui a été acté au sein du dialogue politique, mais déjà des voix s'élèvent pour appeler au respect du calendrier républicain pour les locales. Oui, je crois que c'était prévisible. C'était prévisible à mon avis. À partir du moment où il n'y a pas la confiance avant le démarrage des assises, avant le démarrage du dialogue, on le voit. S'il n'y a pas de confiance autour de termes de référence
et que le contentieux, c'est ça, je crois à mon avis, l'erreur de la majorité et de l'opposition. Quand vous relancez un dialogue politique, il faut d'abord régler le contentieux. Il y a un contentieux électoral qui est là. C'est quoi ce contentieux? Il y a la loi sur le parrainage. Il n'y a pas de consensus. L'organisateur des élections, il n'y a pas de consensus. Même je veux dire, l'autorité administrative, elle est suspecte. Le ministre de l'Intérieur, il n'est pas accepté. Donc cet environnement-là crée une suspicion. C'est ça qu'il faut vider d'abord. On vide un contentieux entre des partenaires. On rétablit la confiance. Malheureusement, si vous regardez de très près jusqu'à présent, Abdoulaye Wade et le PDS restent constants. Autant ils n'ont pas participé à la présidentielle, autant ils ne font nullement confiance à ce dialogue-là. Les autres grands leaders, que ce soit Idrissa Seck ou Sonko ou les autres, ils sont dans une dynamique de rupture avec la majorité présidentielle. Donc il y a la suspicion autour de ce dialogue. À mon avis, c'est ça qu'il fallait vider. Maintenant, la deuxième question, c'est aussi, il y a une responsabilité, je crois, du chef de l'État, qui est personnelle. Vous ne pouvez pas gagner une présidentielle, vous êtes réélu, il y a un consensus, vous vous installez, vous mettez en avant des politiques, vous prenez des initiatives, et vous n'allez pas vers l'opposition. C'est pas possible. Le président de la République, il ne peut pas avoir un mandat de 5 ans et dire que je travaille sur la stabilité, sur l'émergence et je ne cherche pas à m'entendre avec mon opposition. C'est pas possible. Ce modèle-là, il a montré ses limites durant tout le premier mandat du président Macky Sall. Ils n'ont pas donné à Macky Sall un état de grâce durant le premier mandat. Ça a été que des batailles entre PDS, APR, finalement on est parti à la présidentielle, mais personne ne s'attendait d'ailleurs à cette présidentielle. Donc je crois que le président, il doit tirer le bilan de ce conflit-là. Ce conflit-là déstabilise le Sénégal à l'intérieur. Et je crois que c'est ça, peut-être que, si vous regardez les gens qui disent que non, il ne faut pas il faut pas reporter les élections. Mais même le président, il n'a aucun intérêt au report. Pourquoi? Mais parce que le président de la République, c'est son deuxième mandat et dernier mandat. Donc, il a plus intérêt à stabiliser les institutions et le jeu politique. C'est ça qui permettrait à Macky Sall, si on organise les locales en juin, mais il y aura une recomposition de la gouvernance locale. Et je crois que Macky Sall ne doit pas se mettre dans un état d'esprit de contrôler et l'État et les collectivités locales. Il faut accepter de gérer son mandat 5 ans dans la stabilité des institutions et un jeu démocratique transparent, mais également avec une gouvernance locale plus démocratique. Ça, c'est sûr et certain que si Macky Sall arrive à avoir ces deux piliers-là au Sénégal, mais il va mener correctement son mandat. Oui. À défaut de ça, il risque d'installer le Sénégal dans les conflits postérieurs. En tout cas, vous l'avez dit, ils ont raté ce que vous appelez le préalable de la restauration de la confiance entre les acteurs. Dr Sanoko, le PDS qui a décidé de ne pas participer au dialogue politique, le PASTEF qui participe, ont tous les deux dit qu'ils ne veulent pas de report. Est-ce que cela va davantage creuser le consensus qui a été acté au sein du dialogue politique? C'est vrai que ça peut compromettre ça. Par contre, compromettre plutôt ça. Par contre, moi j'ai un problème quand même. J'ai un problème et je n'ai pas encore de réponse par rapport à mes préoccupations par rapport à ça. Moi j'ai l'impression que l'opposition aussi a deux discours. L'opposition a un discours du dedans et un discours du dehors. Pourquoi ça, non, ils ont un discours du dedans et du... Qu'est-ce qui me le fait dire? Oui. Mais vous êtes dans des instances d'échange où chacun droit à la parole. Vous sortez de ces instances-là avec presque votre groupe d'appartenance qui paraphe le communiqué qui fait acte de ce consensus. J'ai comme l'impression que quand ils sont entre eux, ils s'entendent sur tout. Mais il suffit qu'il y ait les crépitements des flashs des caméras des journalistes et autres que les positions changent. Moi, je suis souvent même très critique vis-à-vis des actes posés par les... Mais sur ce point précis, j'ai rebondi par rapport au développement du doyen tout à l'heure, mais justement, je crois que le dialogue doit être le cadre par excellence où
on va, si vous voulez, éponger tout ce contentieux-là. On va vider plutôt tout ce contentieux-là. Mais malheureusement, quand les gens sont dans le cadre du dialogue, et je crois bien que même c'était l'une des raisons phares qui ont poussé les deux partis à vouloir surseoir à ces élections-là, et peut-être pouvoir vider ces contentieux, surtout par rapport à l'adoption de la loi du parrainage. Et peut-être peaufiner un certain nombre d'aspects afin de pouvoir partir sur des bases, c'est vrai, de confiance, mais surtout sur des bases où ils vont élaguer toutes les suspicions et autres. Par contre, le PDS, lui, est toujours resté droit dans ses bottes par rapport à sa position d'antan. Et il me semble aussi que par rapport au PDS, il y a une certaine incohérence. Le PDS fait partie du front. Et souvent, le front parle au nom de tous les partis. Le front de résistance nationale. Alors que c'est le front qui a paraphé ce communiqué sur si vous voulez, ce consensus-là. Maintenant, j'ai aussi un problème quand même avec le PASTEF. Le PASTEF s'est fait représenter à travers ces instances-là. Mais pourquoi il n'a pas pris sa responsabilité en main pour pouvoir donner sa position de manière très précise et claire. Mais quand vous faites partie de ce genre d'instance-là, justement, c'est des aubaines par excellence où vous avez droit à la parole et vous devez faire feu de tout bois pour montrer de manière très claire et sans embâche votre position. Mais moi, j'ai comme l'impression que, très objectivement, en tout cas sur ce point, moi, personnellement, je trouve que il est très compréhensible que l'on sursoit à cette élection-là, le temps de pouvoir régler tous ces problèmes-là, et il en a fait part tout à l'heure, d'aller vers... Pour pouvoir régler tout le temps, surtout moi, mon problème... Sauf que nous sommes à 5 mois de la présidentielle, et il y a le protocole de la CEDEAO qui dit qu'il n'y a pas un consensus. Mais le problème qui se pose, c'est que si nous partons sur ces bases-là, forcément, il y aura encore contestation, et les gens vont dire, et d'ailleurs même il y aura un sérieux problème d'application de ces principes issus de cette loi de parrainage-là. Donc il me semble aussi que quand il y a une instance de dialogue, comme son nom l'indique, c'est pour pouvoir échanger sur tous les points et d'essayer de telle sorte de trouver, moi en tout cas c'est ma position de tous les jours, le maximum possible de positions consensuelles. Maintenant, j'ai un problème, le Front a consenti à ce consensus, un membre du Front l'a contesté, et il me semble que si le PDS aussi veut s'agripper sur ce point-là pour pouvoir se battre, il sera très esselé par rapport à son combat. Est-ce que le PS seulement et le PASTEF peuvent faire ce rapport de force-là vis-à-vis de... Je ne le pense pas. Oui, mais est-ce que jusqu'où peut mener ce débat non consensuel autour du report des élections, et est-ce que même la majorité présidentielle est prête pour aller au local? Bon, moi, ce qui est un peu gênant dans le jeu politique, c'est quand la majorité perd l'initiative. Quand la majorité perd l'initiative, c'est l'instabilité. Et je crois que... Elle a perdu l'initiative. Mais elle a perdu l'initiative. Ça dit que... regardez, par exemple, l'Union européenne, ses experts, ils font un audit, ils recommandent au Sénégal de suspendre au moins la loi. Mais ça, c'est une brèche. Le président Macky Sall aurait pu dire, bon, ces conclusions-là sont indépendantes, sont autonomes, on suspend. Sauf qu'ils ont parlé d'ingérence. Mais voilà, ils ont mal réagi. Le ministre de l'Intérieur a dit, bon, c'est le peuple souverain qui va trancher. Mais ça, c'était une porte. On aurait dit aujourd'hui, on va au local, on suspend, mais c'est sûr que ça va dépassionner le débat. Deuxième acte, mais le président de la République aujourd'hui, qu'est-ce qu'il gagne dans l'emprisonnement de Khalifa? Qu'est-ce qu'il gagne dans l'exil de Karim? Il ne gagne absolument rien. Au contraire, ça détruit l'image extérieure du Sénégal. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui empêche Macky Sall d'aller vers l'apaisement? Et nous, je crois qu'on n'insiste pas beaucoup. La démocratie sénégalaise, c'est vrai, c'est des élections. Mais la démocratie sénégalaise aussi, c'est le dépassement. C'est ça. À chaque fois qu'on a eu des conflits post-électoraux énormes, l'État socialiste a réussi à dépassionner, libérer. Diouf l'a fait avec Wade, Wade l'a fait avec Idrissa, mais Macky Sall, il faut qu'il comprenne ce jeu-là. Il y a un moment où c'est le président de la République, c'est le gardien de la Constitution et des institutions, c'est lui qui doit libérer. Absolument. Et je pense que libérer Khalifa, c'est un devoir même républicain pour Macky Sall. Rassurer Abdoulaye Wade en facilitant le retour de Karim, mais ça va apaiser ces deux mesures. Mais ça ne va rien coûter au président de la République et à sa majorité, mais ça va tout de suite décanter la situation. Et je crois qu'il faut
à mon avis, que le président aille dans cette direction. Maintenant, peut-être que le président a aussi compris que libérer Khalifa et ramener Karim Wade serait un couteau à double tranchant. Mais non, mais lui, il ne perd rien. Il ne perd rien. Et je pense que ceux qui travaillent aujourd'hui pour faire de Macky Sall le président de l'APR, le président du Bénin, le président de tout et de rien, ils ne facilitent pas la tâche au président. Le président a une chance inouïe. C'est qu'aujourd'hui, regardez l'engouement autour de l'équipe nationale. Regardez l'engouement autour du consensus national. Regardez l'engouement autour des préoccupations quotidiennes des Sénégalais. Mais ça, un président de la République, il doit avoir cette lucidité-là pour dire que mais je l'exploite politiquement. J'apaise. Oui. Je fais un acte. Et ça, je crois que c'est lui qui doit le faire. Maintenant, l'autre question de majeure, à mon avis, tu sais, la question du Parti démocratique sénégalais de Sonko, il ne faut pas jouer avec. Ces deux forces politiques-là, il faut composer avec ces deux forces politiques-là. Le président Macky Sall doit s'ouvrir davantage au PDS et à Sonko. Il faut qu'ils intègrent ces gens-là dans la vie politique. Et je crois que si vous voyez même, pour revenir un peu sur Tanor, c'est cette capacité de dépassement qu'il a eue. Et ça, Macky Sall doit comprendre ça. C'est à lui seul d'ailleurs qu'il revient cette décision. En tout cas, le docteur Sanoko, le président n'avait jamais dit qu'il n'était pas dans les dispositions de gracier. Il attendait juste que tous les recours soient épuisés et c'est le cas présentement. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention. Certainement aussi, il ne faudrait pas que l'euphorie puisse prendre le dessus sur la raison. J'ai entendu mes amis du PDS, parce que je compte beaucoup d'amis là-bas, j'ai l'impression qu'ils sont allés trop vite en besogne. Il faudrait qu'ils fassent très attention. Il me semble aussi, je ne voudrais pas trahir peut-être un secret. En besogne, c'est-à-dire C'est-à-dire, oui. Il faudrait pas peut-être crier sous tous les toits non au report. Il se peut que ce report-là aussi puisse donner l'occasion de développer les échanges entre l'opposition et le pouvoir. Et comme le doyen vient de le dire tout à l'heure, et peut-être ce sera l'occasion pour vider tous ces écarts-là abyssaux plutôt, entre le pouvoir et l'opposition. Qui nous dit que le dialogue ne va pas consacrer, les prémices fondatrices des premières bases de libération de Khalifa Sall. Rien ne le dit, on a dit dialogue politique. Donc il y a beaucoup d'aspects à aborder. Peut-être qu'ils ont voulu reculer tout ça pour pouvoir avoir le temps nécessaire afin de dépassionner le débat, et puis ils peuvent même profiter de cette disparition aussi, parce qu'à quelque chose, comme dit l'expression française, malheur est bon. Peut-être que même M. Ousmane Tanor Dieng, même dans sa tombe, va continuer à fédérer. Certainement, à travers les échanges, les gens vont revenir à ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire dans un contexte et un environnement pour dépassionner, si vous voulez, le débat sur l'échiquier politique, trouver des moyens pour faire revenir Karim Wade, et également aussi, et ça, je parle à mes amis du PDS, aujourd'hui, eux tous gagneraient à trouver des voies et moyens pour faire revenir Karim Wade au Sénégal. Parce que leur parti aussi, ils ont beaucoup de défis à relever. Donc à ce niveau précis, il ne faudrait pas qu'ils aillent trop vite en besogne en peut-être criant déjà à un certain manque de volonté de la part de l'État d'aller à l'élection. L'essentiel, il faudrait que ce dialogue soit exhaustivement et exclusivement sincère, afin de mettre le Sénégal au premier plan des préoccupations des uns et des autres. Donc à ce niveau précis, ce sera que le Sénégal et le peuple sénégalais. On sent quand même une certaine lenteur, parce qu'on a vu quand la Cour d'appel a confirmé en première instance les 5 ans contre Khalifa Ababacar Sall. C'est le lendemain que le président a sorti un décret pour le renvoyer de la mairie de Dakar. Qu'est-ce qu'il attend pour prendre un décret pour gracier? Il disait que nous attendons juste que les recours soient épuisés. Bon, moi, je crois que c'est le jeu politicien. C'est le jeu politicien. Macky, il est féru dans ça, dans la diversion politique des fois. Bon, mais je pense que la majorité, tout comme le président de la République, il n'intègre pas aujourd'hui l'impact de l'emprisonnement de Khalifa. Ça pollue l'atmosphère politique au Sénégal. Et ça, c'est une décision politique. C'est pas juridique. C'est un humain,
c'est un acteur politique, c'est l'opinion qui le réclame. Mais ça, tu vas dans le sens de l'histoire en apaisant les relations sociales. Et je crois que c'est cette dimension qui manque. C'est pas encore une fois... Bon, on l'a vu avec Karim. Hein. Karim était emprisonné. Le président ne s'est pas gêné pour le gracier. Personne ne savait qu'il allait le gracier. Bon, Khalifa, c'est pareil. Oui. Ça, c'est pas... Il ne faut pas que le président aussi maintienne cette pression inutile sur lui-même. Parce que là, tout le monde parle que de Khalifa. Tout le monde parle que de Karim. Tout le monde parle aujourd'hui le refus d'organiser des élections. Si tu regardes de près, mais c'est lié à ça. Et donc, c'est au président de la République de mieux réfléchir. Et je crois qu'aussi, il faut que le Benno soit un peu plus politique. Le Benno, il est trop électoraliste. C'est à cause de ça qu'ils ont mis en prison Karim. C'est à cause de l'électoralisme qu'ils ont mis Khalifa en prison. Cet électoralisme-là, il faut savoir l'arrêter et penser à la politique comme ils le disent tout le temps. Que c'est ça. Oui. Je crois que tout le monde, en tout cas, attend une décision salutaire du président de la République. Oui, en tout cas, exit la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons encore replonger dans l'affaire Petro-Tim à l'UNSAL. Les auditions ont démarré depuis. Les Sénégalais attendent toujours d'être édifiés sur cette affaire, Dr Sanoko. Là aussi, très objectivement, j'ai un grand problème. Moi, j'ai l'habitude de le dire, je ne suis ni défenseur ni pourfendeur de Aliou Sall. Moi, je suis comme tous les Sénégalais. Je voudrais que ma lanterne soit éclairée, comme aussi la lanterne de tous les Sénégalais. Absolument. Mais j'ai un problème. Il y a parmi tous ceux qui étaient au devant de la scène médiatique, beaucoup parmi eux ont décliné presque l'invite des éléments de la DIC, ce que je ne comprends pas. Aujourd'hui, pendant un bon L'ancien ministre de l'Énergie a choisi de ne pas répondre. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Mais il y a un grand problème. Les Sénégalais veulent être édifiés sur cette question. Moi, je te jure, quand je parle de cette question-là, je me mets dans la place de tous les néophytes. Je n'y comprends absolument rien. Je suis citoyen sénégalais à part entière, mais je voudrais des précisions extrêmement clairvoyante par rapport à cette question. Et jusqu'à l'heure où on parle, j'ai l'impression que le débat est encore resté sur des considérations beaucoup plus politiciennes. Oui. Mais bon sang, les Sénégalais l'ont dit, la Coupe d'Afrique est derrière nous. Moi, je ne parle pas de 400 000 et autres. Je dis, éclairez-nous, parce que c'est l'avenir du Sénégal qui est en jeu. Maintenant, je reste sur ma position de principe d'antan. Si M. Aliou Sall est coupable, il faut aller jusqu'au bout. Absolument. Mais je regrette, s'il est innocent aussi, il faudrait qu'à la face de toute l'opinion publique sénégalaise, que les gens puissent dire non, en fait, il n'y était pour rien. Absolument. Et sur une minute, Albert, est-ce que les Sénégalais peuvent s'attendre un jour que la lumière soit faite sur cette affaire qui a été révélée par BBC? Bon, je crois qu'il y a l'espoir qu'il y aura une vérité, qu'elle va éclater un jour. Maintenant, c'est vrai qu'on est sceptique. Si vous regardez la conduite de cette affaire, c'est encore une fois une affaire éminemment politique, parce que la responsabilité du chef de l'État est engagée, la responsabilité de son frère est engagée, la responsabilité de certains groupes privés internationaux est engagée. Donc, c'est vrai, les gens qui n'ont pas voulu aller répondre à cette convocation, c'est parce qu'ils sont dans le doute. Ils ne veulent pas être manipulés. Et je crois que là aussi, c'est la même chose. Il faut que le président de la République tranche des fois contre même son parti, contre ses intérêts. Il y a des choses, vous prenez des mesures. Par exemple, dites à Aliou Sall, dès le départ, c'est comme ça, tu n'interviens pas, tu n'interfères pas dans l'action politique publique. Mais il a voulu protéger son frère au début. C'est ça, cette décision. Depuis le début. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Maintenant, là, on vit les effets. C'est ça. Les effets négatifs. Et je crois que tout n'est pas perdu. Ça dit que le président, je crois qu'il doit rétablir la confiance entre lui et son peuple. Absolument. Merci à nos invités, Dr Abdou-Khadre Sanoko, sociologue diplômé en sciences politiques, enseignant-chercheur à l'Institut européen des affaires. Merci également infiniment à notre confrère, analyste politique Mamoudou Sy Albert. Merci également à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi. Bon dimanche et à dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Merci.